Grand C, la faculté de produire le jeu des principes logiques. Petit a, l'étude du jeu des principes logiques. Pendant que le psy et l'éducateur bêtifient, le bébé ne vit que de et par logique. Petit a, le principe d'expansion du genre humain. La pensée ne saurait être réduite en son origine à la pensée de l'homo faber, industrieuse et technicienne, à la fabrication et à l'usage de l'outil. Cette réduction originelle ne peut que conduire au positivisme et à la technocratie. Le procès de production, c'est bien plus que la reproduction, c'est bien plus que la production. Ne pas confondre l'effet et la cause. Le procès de production est donation d'existence. Et cette existence est un acte gnoséologique, de pensée. On peut alors avancer cette proposition. La réciproque est vraie. Si le procès de production est donation d'existence, en réalité une opération gnoséologique de pensée, cette opération-là est aussi donation de pensée à l'existant. Autrement dit, le procès de production est engendrement réciproque de l'existant et de la pensée. Chaque terme ne peut exister que par l'autre. C'est parce qu'il y a procès de production qu'il peut y avoir existence et pensée, un échange réciproque tel que l'existant confère à la pensée son existence et que la pensée confère à l'existant sa pensée. Nous sommes là au cœur du miracle, Esprit Saint, ou du fonctionnement de la glande pinéale. C'est l'étincelle divine apportée par Prométhée, qui deviendra lumière, entre guillemets, avec majuscule. La praxis, le procès de production, engendre l'existant par la connaissance, et celle-ci par l'existant. Loin d'être une force d'appoint acquise en cours de route, la praxis est à l'origine même de la pensée. C'est elle qui fait exister la pensée, et qui donne la pensée à l'existant. On peut alors proposer cette formule qui sera la double face du cogito, intermédiaire entre le cogito pré-réflexif et le cogito cartésien. Entre guillemets, penser pour exister et exister pour penser. Il s'agit là du plus secret des secrets de Polichinelle, qui va à l'encontre de la bien-pensance néo-kantienne, qui s'est elle-même condamnée à un néo-kantisme de radicale dualité. L'homme roseau-pensant, en son pouvoir gnoséologique, a bien été reconnu, sujet transcendantal, mais qui exclut l'existant, réduit à l'empirisme et au sensible pour la cause. L'existentialisme, tragique naïveté, proclame au contraire l'existant, l'angoisse étant destructrice de toute parade, alors là il manque un mot, XXX, logique. Mais l'engendrement réciproque de l'existant et du cogitans, comme puissance démiurgique qui engendre l'univers de la res cogitans, n'a jamais été retenu comme concept opérationnel. Aussi, tout ce qui va suivre peut surprendre l'engendrement de l'existence par les catégories de la connaissance, immanence, identité, synthèse, auxquelles on va ajouter la dialectique. Le genre humain est bien en quête de la plus grande expansion qui soit possible. Sa niche écologique est l'univers, et l'univers créé par le genre, par le Père. La preuve qu'il est différent des autres animaux ou singes supérieurs, c'est qu'il quitte sa niche originelle dès qu'il peut marcher. C'est le geste du petit enfant qui s'enfuit en jubilant des bras maternels, tout en s'assurant du coin de l'œil que la mère est toujours là. L'expansionnisme de base s'inscrit dans le phénoménal rural et urbain, faisant de l'animal phénoménologique un migrant créateur de spatio-temporalité, d'une niche à l'autre, maternelle puis paternelle, organique puis affective, les pénates, puis intellectuelle et politique, le forum. Cet expansionnisme doit, petit 1, créer les meilleures conditions de l'engendrement réciproque
de la pensée et de l'existant. Petit 2. Inventer les lois dialectiques qui permettent un développement original, différent de celui de la sélection naturelle et même de celui de l'adaptation au milieu. La res cogitans doit créer ses propres catégories d'expansion. Avant de devenir moyen et outil, elle doit se constituer elle-même. Si le procès de production, par lui-même, peut créer l'alliage de l'existant et de la pensée, ceux-ci doivent à leur tour proposer leur propre catégorie d'expansion maximale. Ce sera tout un jeu gnoséologique de la dialectique, qui n'est pas dans la nature. Nous avons constaté que c'était aussi le cas du rythme, mais parce qu'elle est constitutive de la nature humaine. Elle est donc aussi dans la nature, dans la mesure où le genre est dans l'être. Elle se déploie comme processus de négation de l'être, et ainsi comme affirmation du genre. L'absence de dialectique est une œuvre dialectique. C'est le passage du cogito préréflexif au cogito cartésien. L'objectif est bien de recréer l'être, non plus comme être naturel, ontique, mais comme ontologie sociale. Mais si le corps sujet devient une res cogitans en quête de sa plus grande expansion, de son habitat temporel, son univers ne doit surtout pas être interprété comme étant celui d'un panthéisme à la façon de Spinoza, c'est-à-dire comme relation de deux attributs de la substance. Ce serait alors une double réification de la pensée et de l'existant, les deux attributs se faisant a priori impénétrables. Au plus près de notre démarche Hegel, avec en plus la valeur ajoutée de la praxis. Dans notre perspective, l'accusation d'ethnocentriste, d'expansionnisme ne tient plus. Le procès de production engendre l'existant et le cogitans. Si expansionnisme il y a, c'est celui de la pensée. Petit b, l'intrusion de la différence et le recours dialectique. C'est tout le savoir-faire du cogito préréflexif qui doit être révélé, comme constitution des catégories qui ordonnent le cogito réflexif cartésien et le double jeu du corps sujet. Cette généalogie reprend les grands principes: immanence, identité, synthèse, et les met en ordre opérationnel. Pendant que la psychologie de l'enfant impose la béatification de ces catégories, le prématuré se construit et se développe selon non seulement les trois principes logiques, mais aussi selon un ordre préférentiel, pratique. Pour l'animisme, il n'y a pas de principe d'identité. A n'est jamais A, parce que A est toujours A. Cet animisme identifie le principe d'immanence et le principe d'identité, comme total assujettissement de l'identitaire par l'immanent. Pour cet animisme, il ne peut y avoir d'état civil, d'individualité, de finitude même. Le temps n'a pas le temps. L'être de l'animisme est pur transformisme et évolutionnisme. A se transforme constamment en A. Le multiple est l'un comme l'un est le multiple. Il n'y a pas de place pour l'identitaire, encore moins pour le synthétique. Le bouddhisme, aussi différent qu'il apparaisse, ne fait que reconduire le principe de l'animisme. Dès que la finitude apparaît, elle doit disparaître, se transformer pour ne pas en rester à une fixation du temps, la subjectivité, qui empêcherait le jeu de l'immanence. À l'inverse de l'animisme, transformisme immanent, l'être de Platon est une ontologie.
Il est issu du montage le plus rationnel qui soit possible dans l'univers de Ptolémée. Certes, cela est devenu pour notre modernité un archaïsme, mais en son temps, il fondait une philosophie progressiste en regard de l'animisme, un point fixe, permanent, centralisé, centre d'un univers plat et figé, pouvait être opposé au transformisme permanent de l'animisme. Il suffira alors de glisser un levier sous cette masse inerte pour soulever le monde et le transformer. Ce levier sera la praxis. Cet univers-là est un univers perceptif et intelligible car immobile. Percevoir, c'est immobiliser. Cette définition bergsonienne de la perception est déjà un principe de connaissance. A et A consiste à faire que A soit A. Nous l'avons vu, le principe de réalité en son absolu exige un équivalent qui est l'impératif catégorique. Mais dès que ça bouge un peu, c'est comme si tout n'était pas identitaire. La moindre petite différence remet en question le principe. Elle est déjà dégénérescence et entropie. De même que la femme de César ne saurait être soupçonnée, le principe d'identité ne peut souffrir la petite différence. Remettre en question une partie, c'est théorie des dominos, faire capoter le principe. Mais cette différence est nécessaire, fatale. Elle n'est autre que la transmission des caractères acquis. L'évolutionnisme se fonde sur ce qui est en marge de l'ontologie classique, la petite différence qui a le pouvoir de remettre l'être en question. Il est vain de se demander qui a commencé. C'est encore l'éternelle relation de l'œuf et de la poule. Est-ce la logique formelle A et A qui ordonne l'être, ou est-ce l'ontologie qui décide de cette logique? Est-ce les mots qui font les choses, ou l'être qui ordonne la grammaire et le code? Dans tous les cas, la contradiction constitutive du principe d'identité est apparue fatale. Ce qui était proposé comme certitude absolue n'est autre que l'aporie de la métaphysique, du savoir métaphysique. Celui décide des fins dernières, alors qu'il ne peut même pas reconnaître son origine. Le principe d'identité aura révélé sa contradiction intime, la différence dans l'identitaire. Si A est A, c'est parce que A est sujet, copule, attribut. Entre A et A, la différence. La dialectique peut alors intervenir et procéder à un montage fondamental, tout un glissement de sens. Le principe d'immanence a apporté l'immanence. On peut bien conserver cette donation d'existence et écarter animisme et ontologie. À la place, tout un montage synthétique. La différence ne sera plus ce qui occasionnait l'angoisse et la peur, la déshérence. Au contraire, quelle conquête de l'humain. Elle va quitter l'empirique, l'accidentel, le contingent, pour devenir un a priori logique qui permet, quel renversement du cogito, de développer l'identité. L'instauration du jeu de l'identité et de la différence par la res cogitans va instaurer le jeu dialectique. Le procès de production se développe comme corps-sujet qui se sert de lui-même comme moyen d'encadrer l'univers, a priori, selon les catégories de la dialectique. Cette situation s'objective par le stade du miroir, lorsque l'identitaire synthétique s'acquiert et devient potentiel dialectique qui a mission de reconstituer l'unité perdue de l'immanentisme par l'unité retrouvée de la synthèse. C'est aussi le moment kantien du jugement synthétique a priori,
de l'élargissement maximal du champ d'existence. Mais ce synthétique a priori n'a pu être tout d'abord que bricolage empirique, mise en relation occasionnelle, partielle, momentanée. On peut considérer cette période, concession à la psychologie de l'enfant, comme étant celle de l'éducation, des essais et erreurs, comme travaux pratiques, sous la tutelle du temps mixte et dans le rythme. Alors tout un associationnisme en segments qui prépare de plus larges synthèses. Mais il ne s'agit là que d'un approvisionnement de matériaux. Ce qui est essentiel, décisif, c'est le jeu de l'identité de la différence, pour créer la plus grande expansion du corps sujet. Celui-ci s'est d'abord constitué comme engendrement réciproque de l'existant et du cogitans. Il va devenir dualité de complémentarité, alors que Descartes en reste à la res cogitans. Ces grands principes s'agencent. Alors là, je ne comprends pas, je suis loin de comprendre tout ce qu'il dit là. On a l'impression qu'il veut faire ça, quoi, qu'il veut, il veut montrer comment l'identitaire s'extrait finalement de l'immanence par un tas de combinaisons assez complexes. Et comment, à travers notamment en l'illustrant par le stade du miroir, comment finalement la synthèse, enfin l'unité est perdue et retrouvée dans la synthèse quand l'enfant, je suppose, se reconnaît dans le miroir. Donc on retrouve finalement l'unité qui était le propre de l'immanentisme dans finalement cette synthèse qui s'opère au moment du stade du miroir, l'interprétation de fait. Au petit A, il déroule développement du genre humain à travers un engendrement réciproque de l'existant et de la pensée. Donc qui sont produits donc, par le procès de production. Thomas, moi je comprends rien, j'ai rien compris. Excusez-moi. Après, il fait intervenir l'expansionnisme. Alors, l'expansionnisme, alors on peut penser que l'expansionnisme c'est plutôt du côté de l'existant, vu qu'après il fait en plus, alors là c'est de pirouette, il fait un rapprochement avec Spinoza, donc les deux catégories, deux attributs de la substance, la pensée, puis l'étendue, donc peut-être que... il fait référence à Spinoza pour le critiquer, hein, comme quoi lui, il ne verrait pas l'engendrement réciproque de ces deux attributs, mais ce serait alors une double réification de la pensée et de l'existence. Les deux attributs se faisant a priori impénétrables. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a pour qui c'est plus clair? Thomas, tu peux me dire un peu quelque chose? Non, mais voilà. J'ai rien compris.
Tu nages complètement, je suis désolé. Mais... c'est vrai que c'est pas... Oui, c'est ce qu'a dit Edmond au départ. Il fait un peu il essaie de re-expliciter sa généalogie là, de l'immanence, l'identitaire, le synthétique. J'ai l'impression qu'il combine, c'est qu'il cherche alors, par un chemin que je ne comprends pas, mais qu'il cherche à faire en sorte que ceux-là se combinent pour produire finalement le genre humain. Immanence, identité, synthèse. Apparemment, au départ, il dit que le stade de l'immanence, ce sera un stade où il n'y a pas de véritable reconnaissance, quoi. C'est comme tu disais, c'est du flux, et à partir du moment donné où il y aura un début d'identité, de reconnaissance de soi, le problème c'est que l'individu ne peut constater en même temps la différence. Donc, il essaye de construire des identités, mais en même temps tout bouge, plus ou moins tout le temps, quoi. Donc ça pose un problème, quoi. La moindre petite différence remet en question le principe. Et déjà dégénérescence et entropie. Et donc après, il dirait qu'il y a un dernier stade qui serait une synthèse entre le fait qu'il y a des choses qui bougent et puis en même temps il y a à la fois des stabilités. Par exemple, le sentiment de soi, la conscience. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a dans ce texte une progression qu'il essaye de montrer comment s'engendrent les trois moments de l'immanence, de l'identité et de la synthèse, et quel rôle joue la pratique, de la praxis dans tout ça. Mais c'est peut-être, je ne sais pas, pour moi, en tout cas, à ce stade de ma lecture, c'est la limite de tout ce cas, c'est que c'est quoi la praxis, quoi? Comment ça se passe? Comment ça... Alors, moi, je veux bien qu'on m'explique que c'est grâce à la praxis qu'on passe de l'immanence à l'identité, mais je ne vois pas comment. Je veux bien qu'on m'explique enfin pas qu'on m'explique, qu'on me dise que la faculté de produire le jeu des principes logiques est une faculté praxique. Mais comment? J'ai l'impression que c'est le miracle permanent, la praxis. D'ailleurs, c'est le l'Esprit Saint. Oui. L'Esprit Saint. Ouais. C'est ça, c'est quand même... Je crois qu'il y a un vrai enjeu, par exemple, à expliquer comment les principes logiques les plus fondamentaux peuvent émerger de la praxis. Principe d'identité, principe de non-contradiction. On ne répondra pas à cette question en invoquant la praxis, on répondra à cette question par l'histoire des sciences, en montrant comment l'épurement progressif d'un discours sur le monde, porté par le souci de la transformation du monde, l'obligation, l'impératif de la transformation du monde, c'est-à-dire la praxis, amène à formuler finalement des principes robustes, qui sont les principes fondamentaux de la logique. Ça, je peux le comprendre. George Thomson,
dans son bouquin sur les présocratiques, il essaye de travailler cette question-là. Et de montrer que Parménide n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Parménide, il arrive à un moment donné de l'histoire de la Grèce où la question où les pensées immanentes de la divinité dans le monde ne permettent plus de régler certains problèmes qui sont des problèmes praxiques, techniques notamment. Ça, je le comprends. Là, alors donc, on a pensée immanente, pensée identitaire, puis retour à l'immanence, mais à une immanence enrichie, c'est très hegelien, hein, une immanence enrichie par la praxis. Et, miracle, la dialectique. Je dis miracle parce que la définition qu'il donne de la dialectique, tout ça mériterait de travailler, mais moi elle me pose quand même un sérieux problème. Hein. Je lis. La dialectique peut alors intervenir et procéder à un montage fondamental tout en glissement de sens. La dialectique peut intervenir. D'où vient-elle? La dialectique, elle se produit comment? C'est quoi? Quel est l'objet de cette dialectique? Elle part de où? C'est la dialectique de Hegel? C'est la dialectique de Platon? Je ne sais pas. Le principe d'immanence, c'est intéressant la dialectique de Platon. La théorie des analogies chez Platon, c'est autre chose qu'une pensée de l'identité. C'est une pensée de la différence dans l'identité. La science grecque est fondée sur l'analogie, c'est-à-dire sur le rapport entre A sur B égale C sur D. Voilà. Donc tout est affaire de comparaison au départ. Y compris d'ailleurs les mathématiques naissent de cette pensée analogique. Et cette pensée analogique, c'est une pensée synthétique. Ce n'est pas une pensée de l'identité. Parce que quand tu dégages des égalités de rapport entre deux valeurs, il y a plus que ce qu'il y avait dans chaque valeur prise séparément. Bon, ça c'est de la logique. Alors il écrit le principe d'immanence à la portée de l'immanence, ça on peut lui concéder. On peut bien conserver cette donation d'existence et écarter animisme et ontologie. À la place, tout un montage synthétique. La différence ne sera pas plus ce qui occasionnait... Attends, c'est bien là? Oui, c'est ça. La différence ne sera plus ce qui occasionnait l'angoisse et la peur, la déshérence. Donc la dialectique rassure. Au contraire, quelle conquête de l'humain, elle va quitter l'empirique, l'accidentel, le contingent, pour devenir un a priori logique. La dialectique, c'est un a priori logique. C'est Hegel, ça. Mais pour moi, qui ne suis peut-être pas de la même, de la même matière matérialiste que lui, je ne me reconnais pas là-dedans. Page 257. Dans la dialectique, il n'y a pas d'évacuation de l'accidentel, du contingent, etc. Il y a intégration, il y a intégration, à condition qu'on la pratique d'une certaine façon, la dialectique. Parce que si on considère que, comme certains dialecticiens marxistes ont pu le penser, la vie est un long fleuve tranquille qui conduit à la victoire du communisme, effectivement, on peut être rassuré d'abord, et ensuite on peut évacuer tout le contingent, y compris les quelques millions de morts qui sont restés dans le goulag. Mais ça c'est une certaine façon de voir la dialectique qui est précisément non dialectique. C'est hegelien. Staline est hegelien. Staline c'est un hegelien. C'est un certain type d'hegelien. De droite. Comment? De droite. Oui, de droite. Oui. Mais vous vous rendez compte ce qui est dit là sur la dialectique. Alors, je dis bien encore une fois que tout ça mériterait d'être confronté à d'autres passages sur la dialectique de Kluska. Encore qu'on a déjà noté cette espèce de, chez Kluska, cette espèce de, comment dire, je dirais pas de nécessité de l'histoire, mais d'obsession de la logique phénoménologique, nonobstant tous les résidus, quoi. Comme oui. Hein, il y a un peu ça. Ils expulsent.
Et alors, pour toute explication du passage du cogito cartésien à la dialectique, on a une phrase: l'instauration du jeu de l'identité et de la différence par la res cogitans va instaurer le jeu dialectique. Comment? Comment? Tout ça, ça ne remplacera jamais un travail sur l'histoire de la dialectique. C'est vrai qu'il en parle peu, de dialectique. Le procès de production se développe comme un corps sujet qui se sert de lui-même comme moyen d'encadrer l'univers, a priori selon les catégories de la dialectique. Encadrer l'univers a priori selon les catégories de la dialectique. C'est sûr que le procès de production capitaliste d'aujourd'hui encadre l'univers a priori selon les catégories de la dialectique. Je pense qu'on est plutôt dans le retour à un immanentisme hasardeux. Après, cette situation s'objective par le stade du miroir lorsque l'identitaire synthétique s'acquiert et devient potentiel dialectique, qui a mission de reconstituer l'unité perdue, l'immanentisme, par l'unité retrouvée de la synthèse. Alors, on était sur une sorte de tableau de l'anthropologie cognitive, et puis tout d'un coup, paf, on retombe sur le stade du miroir. Alors c'est le stade du miroir de quoi? De l'humanité. C'est le moment où l'humanité se retrouve atteinte au stade du miroir. Apparemment de la synthèse. Le problème, c'est que il ne dit pas ce qu'il veut dire. Une phrase comme ça, oui, c'est vrai qu'il y a 2 pages à écrire pour m'expliquer comment il pense que cette situation s'objective par le stade du miroir. Moi, je demande, je ne peux pas prendre ça pour argent. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui déboulent comme ça partout, je comprends pas, parce que justement... Oui, les médiations ne sont pas là. Ah non, c'est moi qu'on puisse dire. Tu prends ça dans ta gueule et tu rentres chez toi, tu rumines et tu milites. C'est comme le passage sur Spinoza. Enfin, il y a 2 passages sur Spinoza, il y en a un sur la dualité de la substance, ce que tu me disais tout à l'heure. Hein, c'est pas la dualité de la substance, c'est l'infinité de la substance et la dualité des attributs. Ça mériterait une demi-page d'explication, parce que c'est une interprétation de Spinoza, c'est pas la philosophie de Spinoza. Et puis, que vient foutre Spinoza là-dedans? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Spinoza, peut-être. Avant, il a passé toute la page d'avant à parler de l'engendrement réciproque de la pensée d'existant. Donc peut-être effectivement c'est sur ce plan-là que l'association peut-être peut se faire. Oui, mais la philosophie de Spinoza, pour que je comprenne, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a à la fois une infinité d'attributs. Nous, l'homme, nous n'avons accès qu'à la connaissance de 2 attributs. Ces attributs sont parallèles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction, ils ne se rejoignent jamais. Mais chaque attribut est l'expression, en quelque sorte, d'une substance, et l'unité des attributs se fait dans la substance elle-même. Les attributs, c'est la substance. Donc, le monde de Spinoza n'est pas un monde d'attributs parallèles, c'est une substance infinie qui se décline en une infinité d'attributs qui
sont les modes d'existence de la substance, mais ces modes d'existence eux-mêmes, à la fois ils sont la substance et ils existent sous forme de modes. Des modes qui sont comment dire, c'est le vécu, c'est la vie, c'est la vie dans ses accidents, dans ses événements, dans le déroulement, dans le moment, dans l'instant. Donc c'est beaucoup plus compliqué que si on avait affaire à une simple pensée du parallélisme des attributs, quoi. La critique apparemment qui semble faire à ça, ce serait, puisqu'il te dit après, la phrase après, ce serait une double réification. Pour lui, apparemment, hein, moi je ne connais pas Spinoza particulièrement, c'est du point de vue du fait que ces deux-là, donc l'existant et la pensée, l'étendue et la pensée, seraient en quelque sorte réifiés. Or lui, effectivement, avant, il parle d'un engendrement réciproque de l'existant et de la pensée par le procès de production. Disons qu'il y a une sorte d'engendrement réciproque que peut-être il ne voit pas dans la relation des deux attributs de la substance de Spinoza. C'est une hypothèse. Ouais, est-ce que, d'après ce que tu dis, Spinoza serait une sorte d'immanentisme réflexif, identitaire, mais privé de l'idée de devenir. Comme tu dis, il n'y aurait pas d'engendrement réciproque. Ce serait comme si Spinoza était, je ne sais pas, je dis ça comme ça pour essayer de distinguer les choses, ce serait une sorte un immanentisme, mais synchronique seulement. Il n'essaierait pas de se retourner sur... comme... non, ça n'a rien à voir. Non, parce que Oscar, il a l'air de mettre l'accent sur la synthèse à un moment donné. C'est pas un immanentisme réflexif, c'est un immanentisme ontologique. Oui, mais il est quand même réfléchi par l'homme à un moment donné, quand même. C'est quand même l'homme qui le pense, cet immanentisme, quand même. Oui, l'homme le pense, oui. D'accord. Moi, je crois que le projet de Kluskar, hein, c'est de le redire, hein, il cherche à reprendre le projet hegelien de dire le réel selon sa logique, il ajoute sans résidu transcendantal. Donc là, j'ai l'impression, hein, mais bien que ne comprenant pas... S'il veut dire quoi? Voilà. Non, simplement pas, parce que je réfléchis à ce que ça veut dire. S'il veut dire qu'il n'y a pas de praxis chez Spinoza, qu'il n'y a pas de concept de praxis, on est d'accord. Mais c'était peut-être pas la peine d'en faire autant pour dire ça. Et puis il n'y a pas que chez Spinoza qu'il n'y a pas de concept de praxis. Quand tu parlais de Platon tout à l'heure, quand tu parlais par exemple des identités en mathématiques, ça me fait penser quand même à un monde surtout synchronique en fait, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire que c'est... on pense les identités un peu immobiles, éternelles, perpétuelles. Il n'y a pas cette idée du temps linéaire qui avance, qui apporte des changements. Des changements qui sont perçus par l'homme, quoi. C'est-à-dire l'idée par exemple je ne sais pas ce que Galilée, il faudra vraiment attendre Newton, mais pour qu'il y ait des identités mathématiques qui fassent la part belle au temps, il me semble que ça va arriver bien plus tard. Je ne sais même pas si c'est avec... je crois, avec Newton plutôt. Ça... Si, le temps. Enfin, je ne sais pas, je dis ça... Quand les astres tournent, c'est des identités mathématiques... La mathématique, elle ne fait pas... empirique. Elle compte le temps. La mathématique, elle ne fait pas la part belle au temps, elle compte le temps. Je dirais plutôt que la métaphysique classique, elle fait la part belle au temps. Parce que le temps est quelque chose de presque magique. C'est le temps de la vie que Dieu a donné à l'homme. C'est le temps de l'existence du monde. C'est le temps des Écritures. C'est le temps de... Voilà. C'est un récit prodigieux. La mathématique, elle réduit
ce temps-là a une dimension comptable. Comptable au sens qu'on peut compter, pas au sens financier du terme. Voilà. Mais quand on va arriver à la dynamique, à Newton, quoi, avant les identités mathématiques, je ne pense pas qu'elles accèdent à une physique du mouvement. Ça aboutit à Newton, mais ça commence avant. Mais, la problématique, elle se dégage progressivement dans le champ d'une pratique qui se constitue en pratique autonome, en tout cas relativement autonome, parce qu'il n'y a pas de pratique absolument autonome, et cette pratique autonome, c'est la science. Parce que, par exemple, la science moderne. Avant, les identités, elles sont plutôt empiriques. Par exemple, il me semble que ce qu'on appelle le génie civil, ça existe déjà donc, dans l'Antiquité. Et donc, ils ont des lois empiriques qui leur permettent de calculer je ne sais quoi, comment fabriquer des ponts, des choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment, voilà, ce ne sont que des lois empiriques, il n'y a pas encore cette idée de fusion vraiment de la mathématique et de la physique comprise comme le mouvement de particules, bah non, le mouvement d'objets. Si tu prends le terme mathématique pi, qui est une conséquence physique, enfin, qui a été mesuré comme un chiffre magique, si tu veux, il doit avoir sans doute dans le système symbolique antérieur un hasard heureux qui fait qu'il se réifie comme terme mathématique. Et du coup, on voit qu'il peut servir comme dans plusieurs champs. Ouais, aussi bien en architecture que... Mais il n'y a pas encore cette idée de dynamique vraiment. Enfin, si je comprends bien, je ne sais pas. Du coup, il y a quand même un système symbolique qui doit pouvoir se calquer toujours le même et qui constitue le système à 12, sur la base 12 par exemple, qui découpe ce qui est pratique finalement d'être le multiple de 4 et de 3, parce que du coup il y a des hasards heureux qui se retrouvent partout, qui deviennent comme un principe circulaire, enfin qui est récurrent. Le principe d'harmonie. Ouais, parce que si tu vois tout le système de l'écriture, d'ailleurs il y a une conférence qui est assez belle à Tropique sur quelqu'un qui a rassemblé tout ça sur l'alphabet. L'alphabet en fait c'est le système astrologique des 24 heures, des 12 heures de jour et 12 heures de nuit, c'est aussi toutes les lettres de l'alphabet, et tout ce système-là, il a été stabilisé, c'est tout système phonétique vient du même modèle, quoi. En fait, c'est une décalque du même modèle. Et du coup, tout le texte écrit, par exemple, depuis... je ne sais plus qui a fait cette conférence, et j'ai lu son bouquin, il est magnifique, hein, c'est aussi un sinologue d'ailleurs. Il décrit toutes les lettres de l'alphabet, on les retrouve. On peut déjà identifier ça dans les signes égyptiens, dans les hiéroglyphes, en fait, sont des découpages du temps, en fait. Sont tous des découpages du temps, et qui sont... du coup, tu as tout le système symbolique qui, par exemple, les saisons vont avoir des... Bon, je ne me souviens pas exactement de tout ce qu'il a décrit là-dedans, mais tous ces systèmes symboliques-là sont en fait des termes presque mathématiques au départ. Mais là, du coup, il y a quand même un primat d'une espèce de surpuissance extérieure, quoi, parce que les saisons, tout ça, c'est pas quelque chose sur lequel la praxis elle va se glisser dedans, mais c'est pas la praxis en elle-même, c'est plus un donné du coup, y a pas naturel, voire surnaturel. Du coup, il n'y a pas qu'une espèce de bouillie animiste, il y a déjà une construction symbolique qui vient ne serait-ce que les saisons, par exemple. Donc, le signe, je crois que le signe égyptien An, pour essayer de me souvenir par rapport à l'alphabet, c'est la tête de poisson et la queue de poisson. A-N, et le A
c'est le premier signe astrologique en fait du poisson. Donc le A qui sert aussi pour ce signe astrologique du début de la saison, eh bien, il sert aussi pour faire la tête de poisson étant le A, et le N qui est en 12 plus loin, devient la partie nocturne. Enfin bon, encore une fois, là ce sont des éléments qui me reviennent de cette lecture-là. C'est très stabilisé parce qu'on a tout ça sur tous les alphabets sumériens, ils ont tous ce même découpage là, donc ça veut dire qu'on est déjà dans une une sorte de pré-mathématisation, de système symbolique, et aussi l'utilisation du découpage des choses, la classification, tout devient... on est déjà dans un outil en fait de langage. Ouais, ça c'est les prémices, j'ai envie de dire. Je dirais deux choses par rapport à ça. La première, c'est que Spinoza a une pensée de l'unité de l'être et de l'existence, qu'il théorise dans les degrés de la connaissance. Il y a chez Spinoza, alors, selon les auteurs, 3 ou 4 degrés de connaissance, il y a 4 degrés de connaissance, mais le degré ultime de connaissance, c'est précisément le degré de l'unité de la connaissance et de l'être et de l'existence. L'existence étant chez Spinoza la substance, purement et simplement, dans sa puissance d'exister. Alors c'est très mystique, mais c'est comme ça. Il y a ça. Voilà. Alors, le tout évidemment ne fait pas référence à la praxis, au sens pluscarnien du terme. Excusez-moi, trop tôt. C'est trop tôt. Mais fait référence à la fois à la connaissance rationnelle, qui est un moment du chemin vers la connaissance, de cette unité de l'existence et de la connaissance, et puis en même temps la connaissance adéquate, c'est-à-dire l'unité en quelque sorte ultime du concept et de l'être, qu'il appelle aussi béatitude. Bon. Mais Spinoza présente bien des caractères de parenté avec tout ce qu'il semble dire, parce que Spinoza est un déterministe en même temps. Tout ce qui arrive est l'effet de la providence n'étant rien d'autre chez Spinoza que la puissance d'exister, de la substance unique, que le conatus, la nécessité de l'être, de persister en tant qu'être. C'est assez matérialiste finalement. Hein. Alors on est à la fois, une fois je l'avais dit, chez Spinoza, pour moi c'est l'extrême limite du mysticisme, au moment où voilà, on est entre il y a une feuille de cigarette entre le mysticisme et le matérialisme chez Spinoza. Ce qui fait que certains ont interprété en matérialiste Spinoza, d'autant plus que évidemment on peut aussi tirer Spinoza vers le naturalisme, tout autant que vers le panthéisme, comme il le fait. Hein. Donc, bon, son jugement sur Spinoza, on peut en discuter, c'est une affaire d'experts. Hein. Mais je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'il ne rend pas compte des raisons pour lesquelles il juge comme ça Spinoza. Vous lisez ça, et vous n'avez pas envie de lire Spinoza. Je trouve que le boulot d'un philosophe, c'est quand même d'essayer de faire vivre des philosophes. Sinon, le marché va se... Étant donné la complexité du bouquin, il faut faire feu de tout bois pour tenter de le comprendre. Bien sûr, bien sûr.